TCF, la chaîne de l'unité nationale. TCF, la chaîne de l'unité nationale. TCF, la chaîne de l'unité nationale. Bonsoir le Centrafrique, bonsoir l'Afrique et bonsoir le monde. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de l'édition spéciale qui se tient sur les antennes de Foyo Média, la télévision centrafricaine, la télévision nationale centrafricaine et bien sûr la radio nationale centrafricaine. Et quand on parle du Centrafrique, le pays s'est lancé officiellement sur le chantier de sa propre crypto-monnaie, entendu le Sango Coin, futur crypto-hub africain, il faut bien le préciser. Et bien le Sango Coin devient alors une monnaie officielle à côté du franc CFA qui est par ailleurs fortement critiqué à travers l'Afrique francophone. Mais cette décision qui suscite au passage une grande effervescence au sein de la population semble également attaquer à l'intérieur mais aussi à l'extérieur. Alors, pourquoi le Sango Coin suscite-t-il autant d'intérêt? Pourquoi est-il autant attaqué? Mais plus que tout, pourquoi est-il présenté comme un projet révolutionnaire? C'est la grande question que l'on se pose ce soir, même si à côté de celui-ci, à côté de celui-ci, justement, on parlera toujours dans le cadre de cette édition spéciale. Nous ferons une lecture du panafricaniste, du moins de la coopération entre la République centrafricaine, la communauté dite internationale, entre sécurité, économie, développement. Comment comprendre qu'un pays doté d'autant de richesses qui accueille sur son sol plusieurs missions étrangères soit autant, justement, au centre des questions d'insécurité est présenté comme l'un des pays les plus pauvres du monde. Alors que vaut la coopération entre la République centrafricaine et cette communauté présentée comme une communauté internationale? Comme je l'ai dit dans mes propos, vous l'avez donc compris, c'est une coprésentation. Moi-même, Siké Ndoumbe, bien sûr avec vous, Bachir Ladan. Merci pour cette introduction qui nous permet également d'accueillir nos invités. On va y aller très rapidement parce qu'il y aura beaucoup à dire, mais aussi beaucoup à entendre puisque nos téléspectateurs en temps opportun pourront réagir à cette édition comme c'est très souvent le cas. Dans la plupart de nos émissions, elles sont interactives. Et quand on parle de nos invités, j'aime bien le présenter, celui qui se trouve à l'extrême gauche de cette table aujourd'hui. Il n'est pas de l'extrême gauche, et j'aime bien m'amuser à le dire également. C'est un homme politique de la formation camerounaise l'UPC, ce parti qui a lutté, qui a vu ses fils également verser de leur sang au nom de la recherche de l'indépendance du Cameroun. C'est le panafricaniste Patient Parfait Ndom qui est avec nous. Bonsoir, Patient Parfait Ndom. Bonsoir, le maestro Mohamed Bachir Ladan. Bonsoir à la grande prêtresse du panafricanisme, la princesse Siké Ndoumbe. Et je suis très heureux une fois de plus de partager ce plateau. Et bonsoir à mes amis qui sont sur le plateau. Donc, comme d'habitude, à l'accoutumée, vous nous présenterez tout à l'heure. Donc merci pour cette invitation. Merci une fois de plus à vous, Patient Parfait Ndom. Justement, en face de vous, le docteur Yamb Timba. Bonsoir à vous, docteur. Bonsoir Madame Siké, merci pour votre invitation pour ce nouveau plateau. Alors vous êtes entre autres économiste, vous êtes écrivain aussi d'ailleurs, vous êtes chercheur, vous êtes analyste, en tout cas plusieurs casquettes, mais surtout panafricaniste. Merci une fois de plus d'avoir accepté cette autre invitation.
Et bien sûr, tout en face de notre cher Yam Timba, bien sûr, à une position un peu plus oblique, il y a le président Bandakani du nouveau mouvement populaire panafricaniste convaincu qui est avec nous. Président Bandakani, bien le bonsoir. Bonsoir, M. Bachir. On vous a appelé maestro. Ici, c'est Patiendon qui le dit. Oui, généralement, ça correspondait aux virtuoses du ballon rond. Il paraît que vous êtes une virtuose du micro. Je salue Madame Manuela Siké. On vous a appelé la grande prêtresse. Oui. On ne peut pas être indifférent à votre beauté. Vous êtes très belle avec une tenue particulière ce soir. Merci. Ça va irradier le plateau et ça va nous inspirer. Je salue mes co-panélistes. Je salue celui que tu as déjà présenté. On ne le présente plus, Parfait d'homme. Je salue les techniciens. Je salue tous ceux qui nous écoutent. Il y a une plateforme de téléspectateurs assez élargie à cause de la collaboration, la synergie entre la télévision nationale centrafricaine et un média privé For You, média panafricaniste. Donc nous saluons tous ceux qui sont scotchés, n'est-ce pas, sur cette plateforme-là. Je salue les techniciens, sans qui vraiment les conditions standards ne peuvent pas être réussies pour nous permettre de nous exprimer, n'est-ce pas, dans des conditions techniques requises. Je les tire un coup de chapeau aux techniciens de la télévision centrafricaine qui font un travail extraordinaire, et dont la disponibilité technique et morale force notre estime. Évidemment, on salue les techniciens de For You qui sont au four et au moulin pour l'avancée de ce continent. Merci M. Bachi et Mme Manuela Siké de m'avoir convié sur ce plateau. C'est nous qui vous remercions, Président Bandakani. Et enfin, l'autre invité sur ce plateau, le Président Matomba, vous êtes avec nous également ce soir. On vous connaît sur plusieurs, mais certainement ce soir. Vous êtes là en tant qu'analyste, vous êtes également un homme politique parce qu'il faut le dire, premier secrétaire du PUS du côté du Cameroun. Merci d'être là. Bonsoir et merci de m'avoir convié sur votre illustre plateau. Vous savez, partager votre plateau avec des illustres analystes et hommes politiques qui sont sur ce plateau ne peut que me réjouir. Je voudrais ici saluer M. Lagan, mais saluer, n'est-ce pas, tous vos téléspectateurs, tous les téléspectateurs de la République centrafricaine, les millions de téléspectateurs à travers le monde qui nous suivent, et saluer, n'est-ce pas, toute l'Afrique à travers vous. Merci, Président Matomba, pour avoir accepté de partager ce plateau avec nous. Il faut bien le dire, très souvent vous êtes en arrière-plan, mais là, je rappelle que c'est la casquette d'homme politique et d'analyste des questions panafricaines qui vous maintient sur ce plateau. Eh bien, les journées de mercredi et jeudi étaient consacrées, selon notre programmation, à un échange avec l'opposition centrafricaine sur les questions qui fâchent, notamment la question de la réécriture de la Constitution, mais également la question de la crypto-monnaie comme moyen de développement infrastructurel dans le pays. Malheureusement, nos efforts ont été vains du côté de l'opposition. Nous avons essayé de contacter quelques leaders. Chacun avait sa propre raison qui l'empêchait d'être des nôtres. Et donc, nous prenons acte et nous les remercions pour au moins avoir pris la peine de nous écouter. Ce n'est que partie remise. Siké Doumbé, nous allons rentrer justement dans la présentation. On a regardé M. Dr Yam Timba à la fin. C'était à dessein puisque c'est avec lui que nous allons rentrer sur la question. Justement, puisqu'on parle du Sangokoy, oui. Voilà la question. L'autre question essentielle ici du côté de la République centrafricaine et justement rappeler qu'il est question ici d'expliquer en tout cas, de dire ce que la population, en tout cas, pense et veut savoir en ce qui concerne le Sangokoy, peut-être pour mieux comprendre. Donc, alors, docteur Yam Timba, cette question qui est au cœur, il faut le dire, de la politique également du chef de l'État centrafricain, le Sangokoy, mais on ne saurait faire fi de cela. Il y a une forte, plus ou moins, il y a quand même quelques réticences. On ne va pas revenir sur certains faits. Qu'est-ce qui pourrait expliquer aujourd'hui la position que certains présentent et qui ils sont un peu en retrait en ce qui concerne ce projet?
Merci, Madame Siké. Je vais commencer mon propos par une citation et je vais rappeler un certain nombre de truismes qui vont me permettre de mieux fonder la réponse que je voudrais donner à votre question. Je cite le président Touadéra au moment de la campagne électorale. Il dit « Je veux, à l'instar des grands pays de ce monde, initier un miracle économique en Centrafrique au profit des populations d'Afrique. » Et pour cela, il va faire un certain nombre de promesses électorales. Et ces promesses électorales seront cristallisées autour d'un volume d'investissement sur le plan économique, à savoir 42 milliards de dollars. Ça paraît démentiel, délirant, absolument extraordinaire de dire qu'en 5 ans, dans un pays d'Afrique et dans l'un des pays présentés par des organisations internationales, Banque mondiale, FMI, etc., comme le dernier ou l'avant-dernier sur le plan de l'indice de développement humain, de dire en 5 ans, je vais investir 42 milliards de dollars. Mais pourquoi est-ce que ça paraît curieux? Ça paraît curieux parce que lorsque vous prenez en compte le contexte monétaire de la RCA, vous posez effectivement des questions. Quel est ce contexte? Ce contexte est celui du franc CFA. Or, le franc CFA, techniquement, ce n'est pas une monnaie. C'est en réalité un bon du trésor français qui circule et qui facilite des échanges. Parce qu'une monnaie se gère dans une banque centrale, le franc CFA est géré par le trésor français. Et le trésor n'a pas de monnaie, mais plutôt des bons. Si on force le trait, on va dire, puisqu'on veut bien l'appeler monnaie parce qu'on l'utilise dans les transactions et comme unité de mesure et de réserve de valeur, en fait, ça ressemblerait plus à une monnaie binaire de l'euro, après avoir été une monnaie binaire du franc français. Et on voit très bien qu'aujourd'hui, si nous regardons tout cela, eh bien, le problème, c'est que à cause du franc CFA, tous les pays qui parlent le français et utilisent le franc CFA et le franc comoréen, eh bien ces pays-là ne peuvent faire du commerce que à travers la France. En fait, la France est l'intermédiaire qui vous permet d'acheter, qui vous permet de vendre, et que vous vendiez ou que vous achetez, vous payez une commission à la France. C'est-à-dire que chaque fois que vous achetez votre brosse à dents, votre orange, votre pain, votre... je ne sais pas, quel que soit ce que vous achetez sur n'importe quel marché de Bangui ou du pays ou dans ces 14 pays-là qui utilisent le franc CFA, quel que soit ce que vous vendez à l'extérieur de votre pays ou quel que soit ce que vous importez, la France ramasse une commission au passage. Et cela veut dire quelque chose de plus grave pour un homme politique. Ce que cela veut dire, c'est que, en fait, c'est la France, du fait des mécanismes de ce qu'on appelle la garantie de la monnaie, la convertibilité de la monnaie, et puis les autres mécanismes du franc CFA comme la parité fixe avec l'euro. En fait, c'est la France qui définit la qualité de votre développement, l'envergure de votre développement, le contenu de votre développement, la vitesse de votre développement, les parties prenantes, c'est-à-dire avec qui vous pouvez vous développer. Parce que si la France ne veut pas du tout que sa monnaie se retrouve quelque part, vous ne pouvez pas faire des affaires avec ce pays-là. Il suffit qu'elle décide de ne pas racheter les francs CFA et votre dette s'accumule et vous ne pouvez pas du tout faire les affaires avec ce pays. Et le compte des opérations, l'un des mécanismes du franc CFA, quand même quelque chose d'extrêmement curieux, où les revenus d'exportation, donc quand vous vendez à l'extérieur, eh bien, depuis 2010, officiellement, 50% de vos revenus d'exportation restent dans le compte des opérations qui est logé au Trésor français. Et l'État français utilise cet argent dans son budget, c'est-à-dire pour payer des types qui ne travaillent pas. Ils appellent ça les allocations chômage, pour payer des types qui vont aller partout dans le monde se balader, pour payer les bases militaires qui vous empêchent, vous, de faire ce que vous avez à faire chez vous, et ces bases militaires sont chez vous, pour payer toutes sortes de choses parfaitement inutiles qui ne vous intéressent pas, mais 50%. En réalité, ça va parfois jusqu'à 85%, parce qu'à ces 50%, il faut ajouter des taxes, des frais que vous ne comprenez pas du tout, et vous voyez bien que tout cela, en réalité, bloque le développement de votre pays. Imaginez donc un pays comme le Centrafrique où vous avez des ressources minières prouvées à ce jour d'une valeur, asseyez-vous bien, d'1 800 000 milliards de francs CFA.
Je répète, les réserves minières prouvées de la Centrafrique aujourd'hui sont un équivalent de 1 800 000 milliards de francs CFA. Ça veut dire que si le président décide aujourd'hui de lancer l'exploitation de ces ressources minières, il enrichit un autre pays. C'est-à-dire qu'il va prendre 1 800 000 milliards de francs CFA et les donner à un autre pays, mais pas aux Centrafricains. Alors le président, là, lui, il a un problème. Il dit, mais je suis confronté à ça. Je dois trouver 42 milliards de dollars. Comment je vais procéder? Alors le président réfléchit avec son équipe, l'Assemblée nationale planche dessus, le Conseil économique et social planche dessus, bref, tous les dirigeants du pays planchent dessus. Et à partir de le 25 mai dernier, à la suite de la loi qui va être promulguée le 22 avril 2022, par l'invitation du Conseil économique et social, le monde va venir découvrir ce qu'on appelle le Bitcoin, l'adoption du Bitcoin comme monnaie de référence par l'État centrafricain. Ça permettrait de régler deux problèmes essentiels et un certain nombre de problèmes accessoires. Le premier, c'est que ça règle le problème de la tutelle monétaire de la France. En fait, le Centrafrique n'a plus besoin de la France sur le plan monétaire parce que le Centrafrique va utiliser le Bitcoin comme monnaie de référence. En réalité, ce n'est pas le Bitcoin qui sera la monnaie. Pensez au moment où l'or était la monnaie de référence et était la valeur de réserve. Le Centrafrique va utiliser le Bitcoin comme de l'or et créer donc le Sango Coin qui lui est adossé sur l'or. On revient au système monétaire qui existait bien avant 1971 et qui était le seul système qui permettait de savoir exactement quelle était la richesse réelle de chaque pays. Ça, c'est d'abord donc le Centrafrique n'aura plus la tutelle monétaire de la France et va donc par ce même mouvement sécuriser ses recettes publiques. Comment? Lorsque les revenus d'exploitation sont payés en Bitcoin ou en Sango Coin qui vient d'être lancé, la monnaie nationale numérique, en fait c'est ça, le Sango Coin, c'est la monnaie nationale numérique dont le Centrafrique crée sa propre monnaie. Eh bien, vous voyez que ça ne rentre plus dans les schémas, les schémas du franc CFA, et ça ne pourra donc plus atterrir dans le compte des opérations du Trésor français. Et par conséquent, le Centrafrique sécurise ses recettes. J'espère que toutes les organisations internationales devraient applaudir parce que leur sermon aux États qui utilisent le franc CFA est toujours de dire sécuriser les recettes publiques. Cette démarche, bien que souveraine, est-ce qu'elle n'empiète pas un tout petit peu la coopération justement monétaire qu'il y a entre la RCA et la France? Vous avez décrit le mécanisme du franc CFA. Pas du tout. D'abord, sur deux problèmes. Il y a deux éléments juridiques qui sont importants. Le franc CFA n'a pas l'exclusivité monétaire en Afrique centrale. Prenez les missions de la BEAC, c'est ce qui est dit. Il n'y a pas d'exclusivité monétaire. C'est la monnaie unique dans le cadre des accords qui ont été signés, mais ce n'est pas la monnaie exclusive des États. Ça, c'est le premier élément juridique. Le deuxième élément juridique, c'est que dans les missions de la BEAC, les statuts de la BEAC, il est dit, je crois à l'article 23 ou 25, que dans le cas de la survenue d'une situation comme celle-là, la BEAC doit s'arranger à harmoniser les politiques monétaires. Mais on a vu la BEAC réagir autrement, interdire. Qu'est-ce qui explique cela, parce qu'au-delà justement de la BEAC, on a vu également d'autres institutions financières. Comment est-ce que vous expliquez ces différentes réactions? Pour ne pas dire leur rejet au départ. Deux choses. La première est parmi les éléments, si vous voulez, je disais tout à l'heure, il y a un certain nombre, si vous voulez, d'éléments de problèmes qui sont réglés. Il y a des problèmes liés aux deux premiers que j'ai cités. D'abord parce que grâce au Bitcoin, Sango Coin, il n'y aura plus de corruption. On éradique totalement la corruption. Les détournements de fonds publics ne seront plus possibles. Le blanchiment d'argent ne sera plus possible. Les problèmes fonciers vont disparaître. Pourtant, le troisième élément que vous avez cité semble être l'argument brandi par les détracteurs du Sango Coin. On parle de blanchiment. Ils manipulent le peuple en disant une contre-vérité. Quand vous prenez ce qu'on appelle la monnaie fiat, c'est-à-dire franc CFA, dollar, euro, yuan, tout ça là, rouble, etc.,
le blanchiment d'argent représente l'équivalent de 5% du PIB du monde. C'est-à-dire que vous prenez 120 000 milliards, 120 000 à 150 000 milliards dans le monde, 5% passent dans le blanchiment d'argent. Et curieusement, ça va dans tous les paradis fiscaux qu'on n'a pas pu fermer. Alors si vous prenez 120 000 milliards, la fourchette basse, quand vous prenez 5%, donc près de 10%, c'est 12 000, ça fait 6 000 milliards de dollars qui passent là-dedans. 6 000 milliards de dollars, c'est l'équivalent du PIB du Japon. Donc, vous avez ça qui passe en blanchiment d'argent sur la monnaie classique. Sur ce qu'on appelle les crypto-monnaies aujourd'hui, vous avez 0,15% de toute la capitalisation de Bitcoin, des crypto-monnaies, qui est à ce jour de 3 000 milliards. Ça veut dire vous n'avez même pas 3 milliards de dollars, vous avez à peine quelques centaines de millions de dollars. Donc, c'est un faux débat. Et il faudrait qu'on rappelle tout cela à tout le monde dans le cas qui est celui-ci. La sécurisation des recettes publiques est une chose extrêmement importante qu'il faut expliquer. Si vous prenez 25 tonnes d'or, le Centrafrique en a énormément, 25 tonnes d'or exportées chaque année, au coût actuel du kilo d'or à 59 000 euros, cela fait des recettes de 1 475 millions d'euros, c'est-à-dire à peu près 967 milliards de francs CFA. Dans le cadre du mécanisme du franc CFA, le Centrafrique va percevoir entre 35% et 15% de ce montant, c'est-à-dire entre 338 milliards et entre 145 milliards et 338 milliards seulement. Mais avec le Bitcoin, c'est la totalité que le Centrafrique va encaisser. Du coup, vous voyez que l'État a un volant, une capacité d'investissement accrue. Parce que si vous prenez 967 milliards et les 145 milliards, c'est pratiquement 9 fois plus de ressources dont l'État peut disposer. C'est des choses qui sont extrêmement importantes, que tout le monde doit comprendre sans préjugés, sans a priori, parce que ça permet de voir quel a été jusqu'où a pu aller le président et jusqu'où ont pu aller tous les dirigeants actuels de ce pays pour trouver une solution originale et innovante. Donc voilà en quelque sorte un certain nombre de choses qui ont pu se faire autour du Bitcoin et pour quelles raisons qui justifient la loi du 22 avril 2022. Et c'est cela qui me permet donc, je voulais rappeler cette chose pour mieux répondre à votre question. Pourquoi les gens se mettent de côté? Il n'y a que deux possibilités. Lesquelles? Soit vous êtes un suppôt d'intérêts étrangers et vous estimez que grâce au fait qu'il n'y aura plus de corruption, il n'y aura plus de détournement de deniers publics, il n'y aura plus de blanchiment d'argent possible, alors vous n'aurez vos sources de revenus vont tarir et ça va être le retour. On ferme le robinet. On fermera, le robinet sera fermé, alors vous avez peur et vous allez lutter contre cet instrument de libération, cet instrument du miracle économique qu'annonce le président, soit, je crois qu'il y a ce deuxième groupe auquel il faut quand même accorder notre sympathie. Vous ne comprenez pas encore de quoi il est question. Et si vous ne comprenez pas encore de quoi il est question, nous sommes disposés, et je crois que l'État centrafricain est disposé à vous expliquer davantage, on va expliquer en français, en anglais, en sango, en russe, en espagnol, en portugais, en japonais, en chinois. Tous ceux qui veulent comprendre, on va leur expliquer. Très bien. Soit on est des suppôts, soit on est des ignorants. Soit qu'on ne comprend pas. Oui, et on simplement. aimerait bien comprendre. D'accord. J'aimerais bien que la plupart se classent dans cette catégorie numéro 2. Oui, comme ça. On aura la possibilité d'expliquer. Alors, mon cher panafricaniste par essence et par excellence, patient parfait d'homme, on a écouté ce j'allais dire, exposé du docteur Iyambe Timba. Quelle est la lecture de l'homme politique que vous êtes? La lecture qui est la mienne, elle est simple. Nous sommes en plein dans le processus de la réappropriation de notre souveraineté. Politiquement, c'est ça la question du Bitcoin. La réappropriation de notre souveraineté à deux volets. Premier échelon, on contourne un obstacle majeur qu'il a si brillamment décrit. La question de cette monnaie nazie, je dis bien nazie, qui fut créée en décembre 1945, je crois, par deux individus qui nous étaient présentés comme des lumières du point de vue de l'émancipation des peuples, mais qui en réalité nous ont remis en esclavage. Général de Gaulle,
Jacques Soustelle et René Plevel. Quand je cite ces trois individus-là, pour l'élite politique occidentale, en général les Françaises en particulier, c'est la fine crème de ce que c'est le nationalisme. Alors, cette monnaie qu'ils ont créée, en réalité, après avoir bien compris les leçons de l'occupation allemande, parce que quand l'Allemagne occupe la France, justement, il crée une monnaie qui a pratiquement le même mécanisme que le franc CFA, qui était géré par la Banque centrale allemande. Allemagne nazie, hein. Donc, quand on appelle cette monnaie nazie, c'est que nous avons la réplique ici, en Afrique, depuis cette date de 45-là, d'une monnaie, en réalité, qui a le copier-coller avec tout ce que vous pouvez imaginer comme dégâts d'une monnaie qui avait pour vocation de siphonner l'essentiel. Je dis bien de siphonner l'essentiel des efforts économiques de la France pour continuer justement à assujettir ce pays, mais surtout à avoir les moyens pour l'Allemagne nazie d'entretenir cette confrontation mondiale qu'il voulait pour imposer la peste brune à l'ensemble de l'humanité. Et Dieu seul sait que les filles et les fils de ce pays ont contribué à mettre fin à cette ambition démoniaque des nazis en Occident. Alors, comme réponse, comme salaire, comme remerciement, c'est cette monnaie qu'on nous a imposée. Et en conséquence, là c'est bien décrit, vous ne pouvez pas vous lancer dans des projets de développement autonome. Vous ne pouvez pas vous lancer dans des programmes pour tirer complètement votre pays vers le haut et mettre fin à la misère endémique que nous connaissons dans l'ensemble de nos pays, à la pauvreté. Oh non, on vous a cité le rang qu'occupe un pays comme le Centrafrique dans l'indice de développement humain. Vous ne pouvez pas, avec tous les éléments qui viennent de nous sortir. Vous faites donc comment? C'est là où intervient le deuxième volet. Il faut réfléchir. Il faut faire travailler nos ménages. Il faut démontrer à la face du monde que l'homme africain en général et l'homme centrafricain en particulier est capable d'apporter des réponses intelligentes, intellectuelles à ce blocage de facto qui ne lui permet pas de pouvoir en réalité être maître de son propre destin par le bien, n'est-ce pas, de ses avancées économiques. Et c'est là où il y a le génie du président Faustin Archange Touadéra. Dans un domaine réservé, très très pointu, que la question des crypto-monnaies, il innove et montre le chemin à l'ensemble des pays du monde, à l'ensemble des institutions, même bancaires et monétaires dans le monde, qui étaient encore dans l'hésitation parce qu'ils n'avaient pas encore le point de basculement pour produire le grand bouleversement. J'insiste là-dessus. Pourquoi? Parce qu'on a tendance à penser, certains de nos élites, qu'en réalité l'Occident n'est pas encore préparé à ce bouleversement. C'est bien par ça qu'il s'agit. C'est qu'ils n'ont pas encore préparé suffisamment la question pour remettre le monde en l'état où il est aujourd'hui, ou en réalité c'est eux qui continuent de dominer l'ensemble des échanges économiques dans le monde à partir de leurs outils monétaires qu'ils ont. Et l'un de ces outils, c'est le dollar. Et vous savez, la question, n'est-ce pas, de la prééminence du dollar sur l'ensemble des échanges mondiaux. Donc quand on parle de dollarisation de l'économie, à partir de cette opération militaire spéciale russe en Ukraine, il y a j'allais dire pas de points de convergence, mais ça tient quoi. Des ramifications. Donc, je pense qu'à ces deux niveaux, le Centrafrique innove. Mais le Centrafrique se dote et propose des armes de libération à l'ensemble des pays dominés comme les nôtres. Et il redonne l'espoir à tout un peuple et donne de grand amour dans cette jeunesse-là qui est avide de savoir. Mais pourquoi c'est le Centrafrique qui innove justement? Pourquoi pas un pays occidental? Et d'habitude, c'est quand même eux qui sont la locomotive. Pour plusieurs raisons. D'abord, les raisons historiques. J'aime revenir sur les raisons historiques. C'est-à-dire, nous avons une élite politique en Centrafrique au pouvoir
qui a fait le lien avec ce qu'on appelle la conscience historique. Si vous n'avez pas de conscience historique, c'est-à-dire vous n'êtes pas un lien, il n'y a pas quelque chose qui vous lie au passé glorieux de résistance de vos prédécesseurs, évidemment vous commencez à percevoir le monde comme ce que nous voyons dans les films hollywoodiens. Vous êtes dans un film et vous pensez que tout le monde est beau, tout le monde est gentil, on se fait des bisous. Faux! Quand vous êtes en connexion avec la grande résistance antérieure de votre peuple, vous comprenez les enjeux de la zone. Vous comprenez la signification de ce que c'est la liberté, l'indépendance, la souveraineté. Et quand vous les comprenez, vous êtes incapable d'accepter la situation que vivent nos pays. Parce que nous sommes des pays dominés. Nous sommes des pays dont la souveraineté est confisquée jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc vous êtes obligé parce que en liaison avec ce passé glorieux et cette résistance glorieuse, de poursuivre le combat. J'aimerais dire, quand on a eu des dirigeants, quand on a eu des héros, comme Kalinou, Barthélemy Boganda, le grand Abel Ngoumba, en réalité on n'est plus libre. Parce que la voie, le chemin, il a déjà été tracé. Oui. Vous n'êtes plus libre de faire n'importe quoi. Si vous voulez être au service de votre peuple, vous êtes obligé de suivre la voie qui a été tracée par ces héros, martyrs, mais surtout valeureux prédécesseurs qui font la dignité, non seulement de l'Afrique, mais de l'homme noir en général et de tous les hommes épris de liberté. Donc, je pense que ce deuxième volet contribue, à mon sens aussi, non seulement à résoudre le problème, mais à tuer le franc CFA. Parce qu'il faut tuer le franc CFA. Ce combat ne doit pas être négligé. Il est essentiel. Il faut tuer le franc CFA. Oui, mais les autorités centrafricaines n'ont jamais dit que leur objectif était de tuer le franc CFA. Oui, officiellement ils ne le diront jamais parce que vous n'oubliez pas. La dernière réunion de la BEAC, je crois que c'est tenu à Douala. Vous avez le communiqué final. C'est-à-dire que il y a une évolution. Mais ceux qui sont dans la même cage, au moins au niveau de l'Afrique centrale, je pense qu'ils disent à leurs frères centrafricains, mais attention, vous allez le péloton va trop vite. Attendez-nous un peu. C'est comme ça que j'ai fait là. Donc évidemment, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui sort de la troupe. Oui, pour tirer les autres. C'est fini. Voilà. Pour donner l'exemple, pour sonner le tocsin, pour sonner la révolte. Et c'est pour cela que c'est intéressant. L'exemple centrafricain. J'aime prendre maintenant, je sors par là, cet exemple chrétien que les autres m'excusent. En parlant de Jésus, je vois Yamit Tiba qui me tend sur le regard. Donc ils disent, mais quoi de bon peut sortir de Bethléem? Une petite bourgade inutile, j'allais dire insignifiant, de quelques bergers. Mais c'est là, ce Bethléem qui était, n'est-ce pas, ignoré, qui était en réalité rejeté, c'est là que va sortir le Christ. Selon la version biblique des choses, nous sommes d'obédience. Tout à fait. Ne vous gênez pas, c'est le message qui nous intéresse. Donc c'est pour dire que quand on a touché le fond, on ne peut que remonter. Et le président Faustin Touadéra, ce n'est pas une génération spontanée. J'insiste là-dessus. Ce n'est pas une génération spontanée. Il est arrivé au bon moment, et au moment où il fallait arriver, parce qu'un ensemble de dynamiques était en maturation, on ne peut pas faire autrement que de produire ce génie. Merci à vous, Patient Parfait, donc président Matomba. Alors, lorsqu'on écoute les copanélistes, on voit en tout cas les bienfaits, on ne saurait ignorer les bienfaits justement d'un projet tel que le Sangocoin. Et à côté de cela, lorsqu'on regarde les attaques, les critiques, pas seulement en interne, mais surtout à l'international, on parle de crypto-monnaie, chute du crypto, du bitcoin, la SCA s'achemine vers un déclin en ce qui concerne le Sango. Est-ce qu'on se trompe lorsqu'on pense que la RCA aujourd'hui en guerre, pas contre, je vais dire son peuple, mais en guerre plutôt contre peut-être des officines occidentales? Il faut déjà savoir que c'est une guerre de communication, tout simplement. C'est une guerre pour démontrer que la RCA est sur le mauvais chemin. Cette guerre de communication vise tout simplement à décourager, si vous voulez, les Centrafricains et le Centrafrique, en essayant, n'est-ce pas, de démontrer que cette façon ingénieuse de penser ou de vouloir investir nouvellement dans son économie est une erreur.
Mais il faut dire que ceux-là qui disent que c'est une erreur, dans leurs différents pays, l'Occident surtout, utilisent des crypto-monnaies, pas aujourd'hui, et sont même dans des mécanismes de dotation étatique de la crypto-monnaie. Donc, il ne faut surtout pas que ce soit un pays, qui plus est, le Centrafrique, qui vienne en premier chef adopter la crypto-monnaie comme étant une monnaie légale quand même. Légale, et en faire un exemple dans le monde. Mais il faut noter deux choses, Madame Siké. Allez-y. La vocation d'un homme politique, c'est quoi? Le docteur Yam Timba, tout à l'heure, a lu une phrase de campagne du président Faustin Archange qui disait qu'il compte investir sur 5 ans 42 milliards de dollars. La vocation d'un homme politique, c'est laquelle? Un homme politique a pour vocation d'amener son peuple à vivre dans des meilleures conditions. Et un homme politique se fait élire sur la base d'un projet politique. Un projet qu'il présente à la nation. Un projet qu'il implémente à partir du moment où il bénéficie du suffrage de cette nation. Parce que voyez-vous, si après 5 ans, les Centrafricains posent la question au président Faustin Archange, qu'as-tu fait du mandat que nous t'avons donné? Pendant la campagne, tu nous avais dit que tu investiras 42 milliards de dollars. Nous n'avons rien vu. Qu'est-ce qui s'est passé? Que sera sa réponse? Est-ce qu'il dira que des forces tapies dans l'ombre l'ont empêché de réaliser cela? Un homme politique est avant tout un visionnaire, un stratège. Il s'entoure donc des compétences pour implémenter le projet politique qu'il porte. Ce que je note personnellement, c'est d'abord le courage du président Faustin Archange. Je dis bien le courage, parce que quand on regarde nos différents pays africains, surtout ceux de la zone CFA, qui sont élus sur la base de certains projets et qui n'ont pas le courage de se départir de cette monnaie qui emprisonne l'économie. Parce qu'en réalité, soit ils sont très compromis, ou alors ils sont très mal élus, ou leur élection dépend, n'est-ce pas, de ceux-là qui détiennent, c'est-à-dire la France, cette monnaie-là. Et ils ont donc peur de sortir de cette monnaie. On peut saluer ici le courage de l'homme. S'il a dit à sa population, je compte investir sur 5 ans 42 milliards, c'est à lui de trouver les solutions. Il doit trouver les solutions. Et ici, le Sango Coin, la crypto-monnaie, est une des solutions trouvées par lui pour satisfaire les besoins de sa population. Parce qu'à la fin du mandat, il faudra qu'il soit capable de dire à la population, voici ce pourquoi vous m'avez élu et voici la mission accomplie. Il s'agit de ça. Parce que vous voyez, nous sommes au-delà, comme vous le dites, j'ai plusieurs casquettes. On a l'habitude de dire que les hommes politiques font tellement beaucoup de promesses qui ne tiennent pas. Mais ce qu'on oublie de dire aux gens, c'est que quand on arrive au pouvoir, il y a la réalité étatique qui nous rattrape. Parfois, on fait des promesses et lorsqu'on arrive, on se rend compte que au lieu de construire l'aéroport qu'on a promis, on a tout de suite un problème de salaire à gérer d'abord. Et il faut trouver de l'argent, sinon une crise sociale se lève. Il faut gérer le problème de carburant, sinon les voitures ne vont pas circuler, les appareils ne vont pas... Autant de choses. Mais un homme politique, en demandant le suffrage, pense à tous ces problèmes. Lorsqu'il arrive, il essaye de les implémenter. Donc ici, il faut noter ce caractère visionnaire, mais cette réponse surtout au projet politique présenté au peuple centrafricain que le président voudrait apporter. Mais alors, il ne faut pas seulement saluer le courage du président, il faut aussi noter le modèle. Vous savez qu'il y a quelques jours, vous voyez des Russes en Centrafrique ici, mais le Centrafrique a inspiré la Russie. La Russie a voté des lois pour utiliser le Bitcoin. La crypto-monnaie, oui. La crypto-monnaie, oui. Ça veut dire que le Centrafrique peut inspirer même des puissances. Et ça veut peut-être à plus forte raison, nos différents pays africains. À plus forte raison.
Vous savez pourquoi le guide libyen a été tué? Je crois qu'il y a plusieurs raisons. Parmi certaines, c'était le modèle de gouvernance libyen qui mettait à l'abri plusieurs Libyens du besoin. Mais il ne fallait pas que ce soit porté par un Africain ou que ce soit un Africain qui essaye d'émanciper les autres pays africains. Il fallait éliminer pour transformer la Libye en ce qu'elle est aujourd'hui. Je crois que les Centrafricains, d'une façon ou d'une autre, doivent servir de protection pour le président Faustin-Archange, qui aujourd'hui n'est plus uniquement un modèle pour la Centrafrique, mais pour l'Afrique en général et le monde. Donc il est important de le protéger. Parce qu'en réalité, toute cette petite guerre de nous ne sommes pas d'accord, nous sommes d'accord, mais lorsque nous ne sommes pas d'accord, qu'est-ce qu'on fait dans nos traditions? On se retrouve sous l'arbre et on parle. On se retrouve sous l'arbre et on parle. Donc il est important de dire que sur le plan politique, c'est dans la démarche de la recherche des solutions pour apporter le bien-être au peuple que le président est allé sur ce volet. Très bien. Merci, Président Matomba. Eh bien, Président Vandakani, on a écouté les analyses des uns et des autres. Et est-ce que ce serait exagéré que de dire que le Centrafrique a obligation de résultats dans ce projet? On peut dire oui. Mais dire oui, ça ne veut rien dire. C'est une réponse logique. Oui. Peut-être qu'il faut aller plus loin et essayer de, en gardant toute la modestie nécessaire évidemment, de rappeler ici au monde entier en général et aux Centrafricains en particulier la situation de leur pays, la valeur de leur pays. Le Centrafrique, par fin d'homme, Dr Tijam Timba, président Matomba, c'est 460 indices miniers sur une superficie de 624 000 km². Un inestimable potentiel minier, dont des gisements pétroliers onshore accessibles quasiment à fleur de sol. Je dis à fleur de sol. C'est le pays à l'insondable potentiel, offrant des coûts de production des plus compétitifs qui soient. D'importants gisements de cuivre, de cobalt, de colombo-tantalite, de terre et de métaux rares. C'est bien, consacre à la RCA le statut de future réserve mondiale de matières premières pour la nouvelle révolution industrielle et technologique. Je ne sais pas si on se comprend. Hein? Ouais. Ça, c'est le document officiel de la RCA. C'est un document officiel. Des études actualisées. C'est-à-dire qui nous disent que ce pays-ci est la future réserve mondiale de matières premières pour la nouvelle révolution industrielle et technologique. Pourquoi? Parce que ces matières premières sont essentielles pour tous les produits à haute valeur ajoutée. 1. Électronique, l'électroménager, l'électricité, les télécommunications, l'aéronautique, l'aérospatiale, la nanotechnologie, la supraconduction. Ce pays, c'est 25 000 millions d'hectares de terres arables, 22 millions d'hectares de forêts, soit près de 45% de sa superficie. Et ces forêts sont à 80% des forêts de savane et 20% de forêts denses. La différence est importante. Ouais. Et le potentiel de forêt non prospectée est de 16,8 millions d'hectares. Pourquoi je rappelle ça? Sinon, tout le développement que le docteur Yama a fait ne sert à rien. Ouais. On n'appelle pas ça. Pourquoi on appelle ça? Dans le monde entier aujourd'hui, quel est le discours? Où va le monde aujourd'hui? Même si on émet des réserves extraordinaires sur les discours occidentaux et les idéologies occidentales, idéologie économique, je parle. C'est comme vous dites sur le climat, tout ce que vous racontez. Mais il y a un fait.
c'est que le monde va entrer dans une nouvelle révolution industrielle et économique. Le monde va entrer dans une nouvelle révolution industrielle et économique. Bref, nous entrons dans l'ère d'une nouvelle économie qui n'a rien à voir avec ce que nous avons connu jusqu'à présent. Or, le pays qui a la réserve de matières premières nécessaires pour le fonctionnement de cette nouvelle économie s'appelle la République centrafricaine. Je ne sais pas si vous voyez là. C'est-à-dire que ce qui se passe, ce qui se joue là. Et ce pays a la chance d'avoir un président qui a compris ça. Il n'a pas seulement compris. Il a théorisé ça. Il n'a pas seulement théorisé. Il a mathématisé ça. Il a mathématisé ça. Et c'est ça qui a abouti à l'initiative, à son initiative monétaire, c'est-à-dire le Sangocoin. Derrière le Sangocoin, il y a toute démarche, tout un projet qu'il faudrait expliquer aux Centrafricains. Il a dit, je ne reviens pas dessus. Oui. Il faudra par tous les moyens l'expliquer. S'il y a un projet politique en Centrafrique aujourd'hui qui a expliqué, c'est ce projet. Parce qu'il est question de valoriser au profit des Centrafricains. Et il faut le dire, les 5 millions officiels de population centrafricaine ne suffisent pas à consommer toute cette richesse. Mais je reviendrai sur ce drame, ce que ça signifie. On y reviendra. Tout à fait. Je reviendrai là-dessus. Donc, pour rester dans le projet. Donc, la nouvelle économie dont parle le président, ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est une nécessité pour la Centrafrique. Pourquoi? Parce que la vieille économie qui est en train de mourir, ce n'est pas nous qui l'avons tuée, c'est pas nous. Oui. C'est ceux-mêmes qui l'ont promis, qui ont compris que c'est fini. On va continuer comme ça à cause des 3 frontières qui s'imposent désormais, qui arrêtent cette vieille économie, la frontière écologique, la frontière de la planète, même en tant que planète, la frontière démographique. C'est-à-dire que cette économie n'est plus viable, c'est terminé. Donc cette vieille économie, le capitalisme fossilisé, comme on l'appelle, le capitalisme des fossiles, a cantonné le continent africain à quel rôle? Pourvoyeur de matières premières. Mais dans quel sens? On va dire que bon, c'est ce que le président veut faire. Non, il y a une différence. L'ancien statut des pays africains en général et d'un pays comme le Centrafrique immensément riche, c'était que bon, leur destin, c'est l'économie d'extraction. L'extraction. On pompe vos matières premières, on s'en va avec. Évidemment, elles sont dévalorisées parce qu'on dit que c'est des matières premières brutes, ça ne sert à rien. On va et on les transforme, ça rapporte des valeurs ajoutées extraordinaires, mais vous n'y avez pas accès. D'abord, les prix, ce n'est pas vous qui les fixez. Vous ne savez même pas comment ça se passe. Donc, tous les mécanismes de mise en valeur, de valorisation de vos richesses, de vos matières premières, vous échappent complètement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans une telle économie, un pays comme la Centrafrique n'est qu'un territoire. Ce n'est qu'un territoire possédant des matières premières. Ceux qui y habitent n'existent pas, on ne les connaît pas. C'est ce qui explique que le pays ait connu toute l'instabilité chronique qu'il a connue jusqu'à présent. Parce que dans la structure, dans la vision de la vieille économie qui est en train de mourir, l'économie coloniale, que j'appelle l'économie fossile, n'est-ce pas? Les Centrafricains n'existent pas. Ce n'est pas un jeu. Alors, ce qui existe, ce sont des matières premières qu'on extrait à l'état brut. Et donc, tous les mécanismes de mise en valeur échappent au pays. Le reste, vraiment, c'est des combats de nègres. C'est-à-dire que lorsque vous n'avez aucun contrôle sur vos matières premières, le peu qu'on vous donne, qui est extrêmement minorisé, qui sert à payer la police, je ne dis pas une armée, à financer la police, à financer une administration coloniale, ce n'est pas une injure, c'est une lecture objective. Vous n'avez pas d'autre choix. À financer une coloniale et à permettre à la population de vivre une vie infra-humaine. C'est-à-dire que vraiment une économie qui n'existe pas, une économie de subsistance. C'est ça que ça s'agit. Mais quand vous êtes dans une telle situation, les guerres civiles sont inévitables. C'est-à-dire qu'en réalité même, reprocher les Centrafricains, c'était même trop courageux. Les conditions ont été créées pour qu'il y ait des guerres. Il n'est pas possible qu'il y ait autre chose que les guerres. Pourquoi? C'est la conséquence directe de l'économie d'extraction qui fait que les populations centrafricaines n'existent pas. Et puisqu'elles n'existent pas, par décret des colons,
Mais qu'est-ce que c'est faire? Ce qu'ils ont fait partout, organiser les divisions, les opposer, démontrer que ce sont des sauvages, que ce sont des indigènes, n'est-ce pas, qui sont un problème pour l'humanité. Et que vraiment, c'est-à-dire qu'à la limite, même si le blanc s'en va, ils vont s'exterminer parce qu'ils se haïssent trop. On connaît ça, c'est organisé, ça fonctionne comme ça. L'apartheid en Afrique du Sud a servi de laboratoire par excellence de ce genre de dommages. C'est pas nouveau. Donc, ça c'est la vie économique qui est en train de mourir. Le président qui est, dont le parcours personnel, sa formation l'ont disposé, n'est-ce pas, à bien comprendre cette mutation, il a compris. Il a en même temps président, il a des contraintes extraordinaires à gérer, il a des contraintes diplomatiques à gérer. Il a l'héritage du pays qu'il doit assumer, qu'il ne veut pas. Il est président. Il est au carrefour du futur, du passé, et du passé, il est le président. Il gère tout ça. Il a dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Il a trouvé la solution du Sango Point. Mais c'est ce que nous mettons en avant, le Sango Point, évidemment, pour trouver des investissements, pour que toutes ces richesses fabuleuses ici soient valorisées, mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que chaque Centrafricain trouve son compte. Et moi, je vais insister là-dessus, je terminerai par là. Je vous indiquais que... Oui. Je terminerai par là. Je vous indiquais que, tout à l'heure, la vieille économie considère la Centrafrique comme un territoire. Oui. Et en tant que territoire, donc, son sous-sol ne lui appartient pas. Ce n'est pas un débat. Il ne lui appartient pas. C'est ça qui explique le comportement de la France, le comportement de l'ONU, tous ces machins-là ici. Parce qu'on ne le dira pas. Mais dans la charte secrète du monde, le sous-sol de la Centrafrique n'appartient pas aux Centrafricains. Il faut le dire, c'est la vérité. C'est la vérité, ça ne les appartient pas. Donc le président hérite d'un truc comme ça. Il hérite de ça. À partir du moment où Matomba l'a dit, où il a un mandat qui lui confère des obligations extraordinaires, n'est-ce pas? Impliquer les populations désormais dans une économie comme étant des partenaires, des responsables, des propriétaires de cette économie suppose donc que chaque Centrafricain désormais soit un homme riche. Ça veut dire quoi? Riche. Comment peut-on dire un Centrafricain qu'il est riche alors que matériellement il n'a rien? Il n'a rien. Il sait qu'il n'existe pas. Son pays ne lui appartient pas. Autour de lui, il ne voit que la pauvreté. Comment lui dire qu'il est riche? Mais c'est ça la nouvelle économie que le président centrafricain est en train de mettre en œuvre. Et le Bitcoin, et le Sango Point est le mécanisme monétaire. Mais derrière, le projet, c'est que chaque Centrafricain doit comprendre, doit admettre qu'il est un homme riche, même s'il n'a rien. Pourquoi? Parce qu'à travers le mécanisme de la Sango Point et tout le projet économique qui est derrière, il y a des mécanismes, des moyens de valoriser, par exemple, même ta maison. Oui, tout à fait. Je peux m'en aller loin. De valoriser même tes enfants. C'est-à-dire que tu peux seulement avoir les enfants chez toi. Tu as 25 enfants, tu as 10 enfants chez toi. Je dis que non, je ne les vends pas. Comme est-ce que tu es pas de parler? Non. C'est pas une marchandise. Nous avons très bien compris. Je suis en train de vous expliquer. Oui. Le Centrafricain qui n'a pas de compte bancaire, qui n'a rien, est riche dans le cas de cette économie-ci. C'est ça qui est possible. Parce qu'on va mettre en valeur ce qu'il est. Et il n'y a pas de grande richesse que l'être humain. Il est riche. Ceux qui ont des terres sont riches. Les communautés sont riches. Tous ceux qui habitent ici sont riches. Et l'État est extrêmement riche. C'est le projet que le président est en train de porter. Quelqu'un a été essayé d'appeler ça la richesse partagée. Le droit à la richesse pour tous. Ce n'est pas une fiction. C'est pas une fiction. Pas le mécanisme du Sango Point. Et en général, la grande révolution de la nouvelle économie, qui est la matrice qui porte le Sango Point, c'est ça le projet que le président a. Mais il y a un problème, Bachir. Le problème, il est là. Vous voyez que la vraie révolution, c'est la révolution mentale centrafricaine. C'est-à-dire qu'à quoi ça servira d'avoir tout ça si le Centrafricain ne comprend pas que... il y a un changement de mentalité à faire. Parce que moi qui me considère hier comme un pauvre, c'est-à-dire comme quelqu'un, comme la Banque mondiale, qui vaut 500 francs par jour. C'est ce qu'on dit. N'importe quoi. Alors qu'on te dit que par ce mécanisme-ci, ta valeur est illimitée. Ta valeur est illimitée. On ne peut pas chiffrer ça financièrement par là, mais il faut bien qu'il y ait une évolution mentale. Il faut un passage mental, n'est-ce pas, de ton statut que tu as longtemps accepté, qui est un faux statut, qui est un statut de négation de ton humanité, et un statut désormais où tu es le porteur d'une nouvelle ambition économique, d'un nouveau rêve de vie, n'est-ce pas, pour tes enfants, pour ton pays, pour l'Afrique et pour l'humanité. Voilà, merci à vous, Président Mandakane. Je pense qu'on va aller au standard. Oui, prenons quelques appels. Je crois que c'est Delphin Moyempondo qui nous appelle depuis Gitega. Eh bien, Delphin, bien le bonsoir, cher ami. Si vous nous écoutez, vous avez l'antenne. Mes très chers frères et sœurs, Tiken Doumbé
Ladan. Je salue comme ça, de façon générale, cette magnifique brochette, on va le dire ainsi, de panélistes que vous avez invités. Il va m'être difficile de concurrencer leurs brillantes interventions, mais je vais dire quelques mots. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été développé. Pour paraphraser, pour imager, j'ai tendance à dire que le Mali a pris la partie, j'allais dire, politico-militaire et que le Centrafrique a pris la partie monétaire de notre recouvrement de souveraineté. Donc, en ce sens, je suis d'accord avec ce qui a été dit par les uns et les autres. Et je vais insister sur 2 points. Le premier point, la demeure des anciens tsars russes nous le démontre. Il ne faut plus qu'il soit permis à un État africain, en général, en particulier en zone CFA, d'avoir une monnaie qui est basée, passez-moi le terme, sur du papier de toilette qu'on appelle franc CFA. Le sous-sol centrafricain est tellement riche, comme l'ont démontré les invités, que ce pays s'inscrit dans les prochaines industries technologiques. Donc, il est tout à fait possible de baser le Sango Coin ou d'autres monnaies, d'autres structures monétaires qui apparaîtront, parce que pour moi, le Sango Coin, c'est un début, c'est un projet. Les choses vont aller se consolidant. Donc, il est tout à fait possible de baser les nouvelles structures monétaires centrafricaines sur toute cette richesse située dans le sous-sol du pays en question. Le gaz russe ou bien les diamants qui se trouvent notamment en Sibérie servent de base au rouble russe. Donc, il faut comprendre cette connexion. Et le second élément, et je sortirai par là, il ne faut plus permettre à des gens soi-disant démocrates comme Madame Colonna ou son patron Monsieur Macron qui s'inscrivent dans la droite ligne des assassins que vous, particulièrement les Camerounais, vous connaissez. Je pense notamment à Monsieur Roland Pré, Monsieur Ojoula et bien d'autres qui avaient préconisé une sorte de fonctionnement qu'ils appelaient euro-africaine, mais qui est juste un précurseur de cette immonde France-Afrique, qui consistait à nier le fait que vous, les Bassa, les gens de Bafoussam, les Bamileke, étiez les propriétaires, les premiers habitants de ce pays, mais que vous étiez simplement là pour veiller à ce que les populations donc venues d'Europe, de France, soient bien accueillies avec les bases militaires, avec les projets qui venaient strictement de Paris. Ça, il ne faut plus du tout permettre cela. Et c'est en cela que nos frères de Bamako, en ratissant large, sont en train d'exécuter tous ces agités du bocal qui nous amènent de la terreur. Il faut mettre fin à tout ça. Et donc, comme d'habitude, le Centrafricain de Gitega apporte un blanc-seing, un total soutien. Et je puis vous assurer que je parle pour beaucoup de Burundais et de Burundaises. Nous vous soutenons à 100%. Il y a même des contingents militaires burundais qui se trouvent à Bangui et dans l'arrière-pays. Donc le soutien est total. Il faut saluer et accompagner ce projet. Une fois de plus, For You Media, allons de l'avant. Je m'arrête ici pour laisser la parole à d'autres. Muyumpundu depuis Gitega au Burundi. Alors notre ami Lamine Diop qui essaye de nous joindre, j'espère qu'il trouvera la ligne, mais également Ken du Cameroun. Merci à vous messieurs de nous faire savoir que vous êtes bien en ligne. Sike Doumbé, et il y a ces communiqués qui nous sont parvenus. Alors le premier à notre rédaction. Alors on va peut-être le lire, ce sera l'occasion d'envoyer donc sur peut-être la seconde thématique. De toutes les façons, ces thématiques sont liées. Vous voulez acheter quelque chose, Dr Yom? En 30 secondes, en 30 secondes, on a plus assez de temps. Dans 20 minutes, on va rendre l'antenne. Allez-y. Alors, je voudrais dire à tous nos compatriotes centrafricains que quand on a créé ou quand on a décidé, on est passé définitivement à la monnaie fiat, c'est-à-dire aux pièces qu'ils utilisent aujourd'hui et aux billets qu'ils utilisent aujourd'hui, cela a induit une foule de technologies, de métiers et d'emplois nouveaux.
Donc il faut qu'ils imaginent aujourd'hui que ce sera la même chose dans le cadre de l'utilisation du Bitcoin et du Sango Coin. Ça va induire de nouvelles technologies et immensément d'emplois et de métiers qui vont leur permettre demain à tous de pouvoir travailler. D'ailleurs, ce pays, lorsque ce projet sera suffisamment avancé, pourra leur offrir à tous le plein emploi. Ils peuvent en être certains, c'est parce que ça se fonde d'ailleurs sur un certain nombre de calculs mathématiques. Ce sera un monde nouveau. Or, ce monde nouveau qui va être créé dans le cadre de cet écosystème du Bitcoin et du Sango Coin, eh bien, ce monde-là, pour qu'il fonctionne, il faut que, naturellement, il y ait un État nouveau qui aura des institutions nouvelles, lesquelles institutions doivent être créées dans le cadre d'une constitution nouvelle et adaptée. C'est extrêmement important de le leur dire parce que sans une constitution adaptée, un parti politique au pouvoir fort et uni, soudé autour de son leader et de ses dirigeants, mais également avec une administration qui sera productive et des intellectuels alertes et critiques et suffisamment patriotes pour soutenir toujours et penser toujours le Centrafrique et l'Afrique, eh bien, ce miracle économique pourra se produire rapidement et durablement. Et je terminerai par une phrase, c'est que le Sango Coin ou le Bitcoin, mais surtout le projet Sango, devrait en réalité aujourd'hui être considéré comme un instrument de sursaut d'unité nationale pour les Centrafricains. C'est extrêmement important pour un président qui a fait de la main tendue et de la réconciliation le leitmotiv de son action et de toute son identité politique. Et je crois que nous devons comprendre pour les Centrafricains que lorsqu'on a évacué la corruption, les détournements de fonds publics, les blanchiments d'argent, qu'on a sécurisé les recettes publiques, eh bien cela veut dire qu'on a créé l'espace suffisant pour une inclusion politique et économique qui suffisent à consolider un pays et à avoir une place qui est la place qui met le pays et tout le monde au centre du monde. Et je ne reviendrai pas sur la question de la richesse partagée, je ne reviendrai pas sur les questions de souveraineté, je reviendrai simplement pour dire que cela signifie que nous sommes là en face d'un instrument, nous avons en main un instrument de libération, un instrument de développement. J'aimerais bien savoir si actuellement, dans ce pays qu'est le Centrafrique, il peut y avoir une alternative à la hauteur. Voici la lettre. Voilà, donc on va poursuivre, vous l'avez annoncé, Bachir, avec ses courriers. Peut-être commencer par ce courrier signé du 30 août 2022 du ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République au président de la plateforme du bloc républicain pour la défense de la Constitution. Alors l'objet, désignation des représentants devant siéger dans le comité chargé de rédiger le projet de la Constitution en République centrafricaine. Monsieur le Président, j'ai l'honneur de porter à votre attention que, conformément au décret numéro 22-348 du 26 août 2022, portant création du comité chargé de rédiger le projet de la Constitution de la République centrafricaine, je vous saurai gré de faire parvenir dans un bref délai au ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République le nom d'un représentant de la plateforme du bloc de la défense de la Constitution devant siéger au sein du dit comité. En vous souhaitant bonne réception, je vous prie de recevoir, Monsieur le Président, l'expression de ma considération distinguée. Et bien sûr, en réponse, le bloc a donc envoyé, je vais dire, la coordination du bloc républicain pour la défense de la Constitution, le BRDC, cette lettre à Monsieur le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République. C'est une lettre donc écrite à Bangui. Nous sommes le 7 septembre 2022. Voici ce qu'il dit. Monsieur le ministre, en réponse à votre correspondance rappelée en objet, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que le Bloc républicain pour la défense de la Constitution, BRDC, a été créé dans le but de s'opposer à toute initiative de révision, modification ou changement de la Constitution du 30 mars 2016. Par conséquent, le BRDC ne peut siéger au sein du
comité visé dans votre courrier. Veuillez agréer, Monsieur le ministre, l'assurance de notre considération distinguée. C'est une lettre signée de coordonnateur adjoint Mohamed Kamoun. Et voilà donc ce qu'il fallait dire là-dessus. On y revient dans quelques instants. On a 15 minutes. On fera un tour de table, mais avant, un appelant. Peter, il nous appelle depuis l'Écosse pour contribuer à cette édition. Peter, bonsoir. Peter, bonsoir. Ne cherchez pas à vous réécouter, allez-y tout simplement. Merci beaucoup, Constantin. Bonsoir, monsieur. Merci, madame Loubet. Bonsoir à tous vos invités, monsieur Passendom, docteur Yamsiba, présidente Banakani. Je vais donner mon petit point de vue sur la thématique parce que depuis longtemps qu'on parle de Centrafrique avec le Bitcoin, je n'ai pas eu véritablement l'occasion de pouvoir m'exprimer parce que j'étais toujours busy. Aujourd'hui, quand même, je vais parler parce que il y avait un rapport de Quai d'Orsay qui avait été fait sur l'évolution du Bitcoin de la SCR. Donc, du coup, il y a eu une campagne de, comment on dit, désinformation qui a été faite par Mme Christine Lagarde sur le Bitcoin. Non pas en indexant le Bitcoin que le Centrafrique a décidé, mais sur le Bitcoin pour, en fait, décourager tous les pays francophones de la zone CFA qui souhaiteraient imiter le Centrafrique pour emprunter ce même chemin. Mais malheureusement, ça n'a pas marché parce qu'il y a un gros problème ici en Europe, c'est que bientôt, moi, je vais acheter peut-être une lampe tempête pour chauffer un peu ma maison, pour être un peu au chaud, parce que M. Poutine, il est très fâché. Il a dit qu'à partir d'octobre, on ne va plus avoir de gaz. On va se débrouiller tout seul. Anyway, je continue. Donc, cette campagne de désinformation a été faite expressément pour décourager les pays de zone CFA, pour ne pas imiter le Centrafrique. Ils ont même fait le pression sur la CEMAC et la BEAC pour essayer de plomber, enfin, comme on dit, mettre pression sur le Centrafrique. Mais apparemment, ça n'a pas marché parce que les gens ont compris, en fait, l'enjeu de Bitcoin. Même si, ouvertement, le Congo, le Gabon, le Cameroun et le Tchad ne sont pas allés de l'avant, mais en dessous, ils sont aigris pour ce qu'a fait le Centrafrique, pour la simple raison, comme avait expliqué un de vos interlocuteurs, que surtout Dr Yab, pour éviter les traces de corruption, pour éviter également ce qu'on connaît dans certains pays de l'Afrique francophone, c'est-à-dire les souterrains, etc. Et aussi pour permettre l'équilibre commercial, l'équilibre de la balance commerciale de pays en parlant de la Centrafrique par rapport à ses matières premières, par rapport à ce qu'il importe et par rapport à ce qu'il peut produire sur son territoire. Voilà en fait l'enjeu. Sinon pour le reste, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que le propagande. On ne veut pas nous encourager dans ce domaine parce qu'ils savent que nous allons les échapper. Maintenant, c'est à la CEMAC de faire une réflexion pour comprendre quel est l'enjeu pour nous de sortir définitivement de cette sale monnaie, comment j'appelle monnaie française, parce que aujourd'hui l'euro est à 0,28% face au dollar. Donc bientôt, et une prévision d'un grand économiste français qu'on appelle M. Charles Gave, qui a dit que d'ici octobre, l'euro va valoir 0,90 cents américains. Donc, ça veut dire que le franc CFA va encore être pénalisé. Si on ne prend pas conscience que nous avons les capacités et les potentialités par rapport aux besoins même de l'Europe qui est gros consommateur, donc on va rester nous aussi dans la récession. Je vais m'arrêter ici. Merci beaucoup for your media. Thank you. Bye. Monsieur Peter depuis l'Écosse, merci d'avoir appelé. On va rester au standard. On prend un autre téléspectateur. Allô, bonsoir.
pas de vous réécouter. Baissez le volume de votre récepteur et participez tout simplement. D'accord, je pense qu'on va d'abord reprendre on revient le plateau. Oui. D'accord, on revient sur le plateau. Bonsoir Madame Siké et à tous vos invités. Monsieur Ladan, moi je souhaiterais seulement mettre mon grain de sable dans ce moulin, comme même le dit l'ami du Burundi. Pour moi, il faut saisir cette opportunité, comme le disait monsieur Parfendom, et faire une constituante. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de faire ces modifications de la constitution des palais qui se font très rapidement et la population ne comprend pas le sens fondamental. Moi, je demande au président Touadéra de faire une descente sur le terrain et expliquer à toute la population centrale. C'est notre vivre ensemble. On ne peut pas jouer avec. Et c'est rare d'avoir un nationaliste, d'avoir un compatriote d'Afrique qui sacrifie toute sa carrière pour servir son peuple. C'est très rare. Il ne faut pas rater cette opportunité. C'est-à-dire qu'il faut effacer cette constitution française était venue écrite pour nos pays. Donc il ne faut pas prendre ça à la légère. Donc moi je pense que le président Touadéra réussira s'il accorde le sérieux qu'il faut à cette modification. Si c'est juste un truc assis quelque part dans les bureaux, moi je vous assure ça va être difficile. Deuxième, le Sango Coin. Moi je le dis encore une fois de plus. Le Bitcoin repose totalement par les Occidentaux. Ça veut dire que si ces gens-là s'entendent, ils sont capables de perturber de la politique du président Touadéra. Donc c'est pour ça qu'il est important d'asseoir ce Bitcoin-là sur une vraie monnaie nationale. Donc il leur faut tout simplement que le président crée la monnaie, qu'il appelle les professeurs Agbo, qu'il appelle les présidents Bandakani, qui s'asseyent en consortium. On crée d'abord la monnaie et après on peut créer le Bitcoin qui est adossé sur la monnaie de la République centrafricaine. À ce moment, le président Touadéra peut contrôler tout le système économique. Parce qu'en fait, la monnaie, c'est quoi? C'est une création, comme nous explique chaque fois le docteur Yamtimba. C'est une création. Mais si vous créez, si on utilise le Bitcoin, ça peut faciliter certaines choses. Mais ce n'est pas une monnaie nationale. Ça va être très, très difficile. Même nous, ici au Cameroun, qui avons accès à Internet et tout, mais je vous dis, ce n'est pas tout le monde qui maîtrise déjà les petites choses comme les Orange Money. Voilà ce que je souhaitais dire. Bonne soirée à vous. Soirée, cet appel depuis le Cameroun. Merci d'être passé par ici. Restons au téléphone. On reste au téléphone. Oui. Il y a un autre téléspectateur. Allô? Allô, bonsoir. Le volume de votre récepteur et puis on pourra échanger dans la mesure du possible, pourquoi pas vous relancer si votre intervention nécessite justement cette relance. Allô, bonsoir. D'accord. On va reprendre notre appelant. Il écoute encore l'appelant de tout à l'heure. Le temps de l'attente. Très bien. Maintenant, revenons sur le plateau, très chers messieurs. Merci en tout cas pour ceux qui essaient de nous joindre. Demain, ils pourront y participer tout simplement. Président Matomba, on a écouté, en tout cas, on a lu ce communiqué, vous l'avez écouté. Ces deux communiqués, d'abord, le ministre secrétaire du gouvernement, c'est ça? Oui, qui a invité le bloc des opposants à la table pour la rédaction de cette nouvelle constitution. Et finalement, la réponse était tout simplement négative, mais surtout une précision qui m'a semblé très importante. Alors, ces derniers estiment tout simplement que le bloc républicain pour la défense de la constitution a été créé dans le but de s'opposer à toute initiative de révision, modification ou de changement de la Constitution du 30 mars 2016. Est-ce à dire que cette Constitution-là est parfaite? Ça veut tout simplement dire que c'est un bloc anti-républicain. Si vous créez un bloc pour vous opposer à la révision, à la réécriture, à toute...
toute initiative. Oui. Toute initiative, Oui. ça veut dire que vous vous opposez à la réécriture de la Constitution. Ça veut dire que vous êtes anti-républicain. On ne doit pas vous considérer autrement. Vous savez, l'histoire a ceci de particulier, c'est que vous pouvez marquer l'histoire positivement ou négativement. Et ici, il s'agit, n'est-ce pas, de marquer, d'être présent dans l'histoire, réécrire une Constitution et avoir le privilège d'être convié. Ça veut tout simplement dire qu'il y a de l'estime pour soit le mouvement que vous représentez, le parti que vous représentez, ou le groupe que vous représentez, ou alors la personne que vous êtes. Monsieur Ladan, nous connaissons une guerre au Cameroun dans les zones du nord-ouest et du sud-ouest qui a perturbé le Cameroun. Depuis 2016. Nous avons vivement appelé à un dialogue inclusif de ce côté-là. Vous savez ce qui s'est passé quand le gouvernement a décidé de convoquer le grand dialogue? Le gouvernement a décidé d'inviter sur la table même les plus... les extrémistes. Oui. Le gouvernement a décidé d'inviter. Et tenez-vous tranquille. Plusieurs qui n'ont pas eu l'occasion d'être invités sont allés fabriquer des invitations pour participer. Nous qui avons été invités, écoutez, nous nous sommes assis autour de la table. Pourquoi? Parce qu'il fallait une solution de médiation pour que la crise s'arrête. Et lorsqu'il y a une crise, on ne réfléchit plus pour sa personne, on ne réfléchit plus pour sa formation politique, on ne réfléchit plus pour son bloc, mais on réfléchit nation. On ne se pose pas de questions. Lorsqu'il faut penser nation, lorsqu'il faut penser ensemble, lorsque vous dites que vous vous êtes créés, vous vous êtes mis ensemble pour vous opposer à toute initiative, ça veut tout simplement dire que vous vous inscrivez hors de la République. Vous êtes anti-républicain. C'est l'histoire qui s'écrit là. Vous-même, vous êtes d'accord parce que dans ce bloc-là, plusieurs ont été chefs de gouvernement. Dans ce bloc-là, plusieurs ont demandé la réécriture de la Constitution, la révision de la Constitution dans ce même bloc. À une certaine époque. Mais puisque maintenant, il s'agit du peuple qui demande la réécriture, parce que il faut faire attention. Ici, on essaie de vous présenter le président Faustin Akache comme l'initiateur. Et pourtant, on a le cheminement, on a pu voir et découvrir le cheminement qui a poussé, n'est-ce pas, à cette volonté de réécriture de la Constitution. On peut dire que vous dites clairement que désormais vous vous opposez au peuple. Ce peuple que vous prétendez défendre, ce peuple que vous prétendez vous battre pour lui. Donc il faut dire que ce sont des anti-républicains selon moi. Et dans une nation, si les anti-républicains existent, alors les républicains doivent continuer. Très bien. Merci à vous, Président Matomba. Patient parfum des anti-républicains. On a lu ces deux communiqués. Comment est-ce que vous analysez ces réactions? Bon, s'il faut être gentil, on va dire que nous assistons à ce que je peux appeler un dynamisme de la vie politique centrafricaine. C'est tout à fait normal que les gens estiment qu'ils ne peuvent pas participer à un moment aussi important que celui-là. Bon, les gens sont libres, hein? Il ne faut pas non plus le leur recuser. Ils sont libres de participer ou bien de ne pas participer. Maintenant, la seconde question, c'est j'ai l'impression qu'il y a un manque d'agilité sur le plan de la programmation politique et stratégique de ces gens qui refusent de participer, n'est-ce pas, de ces compatriotes qui refusent de participer à cette nouvelle initiative pour redonner l'entièreté de la souveraineté à la Centrafrique à partir de cette nouvelle constitution que j'appelle de tous nos voeux, en espérant justement qu'elle soit sanctionnée par une initiative référendaire. Parce qu'en réalité, qui est le patron de nos pays? Ce ne sont pas nos élites. Ce ne sont même pas les partis politiques. Les partis politiques ne sont que des outils dont le peuple a le libre choix à un moment donné de se servir ou pas. C'est le peuple qui est le vrai patron dans un pays. Or, quand le peuple, au vu de sa condition actuelle, se projette dans un autre ailleurs, dans un autre avenir, pour donner la véritable place à l'ensemble de ses concitoyens, mais surtout remettre la question de la fierté au cœur de son projet,
On ne peut pas comprendre qu'une situation comme celle-là, les gens restent de manière figée dans le temps et dans l'espace en refusant de tenir compte des aspirations profondes de ce peuple qui aspire à un meilleur, n'est-ce pas, meilleures conditions de vie. Et c'est ça la question. Donc, quand je parle de ceux qui se fichent dans le temps et dans l'espace en faisant de la Constitution une espèce de fétiche, c'est tout simplement parce qu'en réalité, ils n'ont pas compris le sens de l'histoire. L'histoire marche en République centrafricaine. Il faut être capable de s'arrimer, n'est-ce pas, à cette nouvelle démarche. Ne pas s'arrimer à cette nouvelle démarche, c'est se fossiliser dans le passé, un passé peu glorieux autant pour moi, parce qu'il était quoi? Il était fait de quoi? Il était fait de soumission, il était fait de petites prébendes octroyées par le maître colonial, mais surtout il était fait d'une projection, d'une réalité qui enfonçait le pays dans la misère, dans la pauvreté et dans, n'est-ce pas, l'indécence sur le plan humain. Donc, je sors en disant, je ne juge pas, mais je les convierais peut-être à reviser leur position, parce que l'histoire en marche. Et ce serait dramatique, malheureux pour eux, de ne pas prendre en considération cette marche de l'histoire, parce qu'en réalité, eux-mêmes, de manière volonté, se seront auto-censurés, se mettraient hors jeu. C'est un calcul politique aussi. Mais le calcul politique aussi, il est dû au fait que pour beaucoup, ils ont peur d'affronter en réalité la voie des urnes, qui va sanctionner finalement ce débat. Et je suis heureux qu'au niveau de la République centrafricaine, qu'on ait mis tout en place pour justement organiser le débat, pour donner des outils de compréhension au peuple. Pourquoi il faut participer à cette réécriture de la Constitution avec les tenants et les aboutissants, n'est-ce pas, des enjeux. Parce que souvent, les politiques, surtout dans nos colonies qui disent par le nom, parce que souvent j'ai écouté un de nos protagonistes là, hier quand il a parlé de la question de l'indépendance, et oui, nous on disait coup de ségui, nous avons cette indépendance qui est encore, qu'il faut décrocher, parce qu'elle n'est pas encore totale, ce sont des indépendances partistes. La question, je sors par là, elle est la suivante. Est-ce que nous voulons un véritable avenir pour nos enfants? Voulons-nous continuer à faire de nos enfants d'éternels assistés qui vivent des prétendus dons, des aides, mais aussi de leur propre sécurité qui dépend des autres? Si nous sommes dans la voie du sacrifice pour enfin arracher cette indépendance, leur donner cette dignité et la souveraineté, nous sommes obligés d'être dans une agilité intellectuelle qui nous permette de reprendre, n'est-ce pas, l'ensemble de cette constitution sur le plan idéologique pour enfin faire de ce pays un pays maître et souverain. Tous les peuples du monde ont cette vocation, être maître souverain. Très bien. Merci, patient, parfait d'homme. Président Bandakani, en 3 minutes, nous allons conclure et c'est vous qui avez cette lourde responsabilité, permettez que je le dise ainsi. Et tout à l'heure, Siké Doumbé posait la question de savoir est-ce qu'on ne se retrouve pas là dans une sorte de calcul politique. Et un de nos téléspectateurs qui m'écrit, William en l'occurrence, il dit si c'est un calcul politique, alors le bloc n'a que fait de l'autosoustraction qui donnerait plutôt beaucoup plus de force au peuple qui demande la révision de la Constitution. Président Bandakani, en rejetant toute initiative, je lis le communiqué, toute initiative de révision, modification ou de changement de la Constitution du 30 mars 2016, est-ce que les signataires de ce communiqué mettent fin à leur carrière politique, d'autant plus que les futurs dirigeants, c'est certainement sur la base de la nouvelle Constitution qu'ils vont gouverner et prêter serment? Bon, ce n'est pas à nous de répondre à cette question. Je pense que nous ne sommes pas le peuple centrafricain. La destination finale du processus de réécriture de la Constitution, si j'ai bien lu, c'est le référendum. Oui. Mais à ce moment-là, il faut plutôt saluer la clarification du débat politique. La clarification des positions politiques, c'est important pour le pays. Le peuple est mieux informé des positions des uns et des autres. Et il va trancher en toute souveraineté. Ce qui est important pour nous, dans un pareil contexte, c'est d'informer davantage, donner au peuple les éléments d'analyse qui lui permettront de prendre une bonne décision. Alors, le bloc dont il est question ici a dédié sa constitution à la défense de la Constitution. Tout à fait. La Constitution du 30 mars 2016. Oui. Donc, on est dans une démarche de sacralisation de cette Constitution, puisqu'on ne la touche pas. Tout à fait. C'est ça que ça veut dire. Bon, alors, analysons un peu la cohérence de leur position, simplement.
Premièrement, lorsque l'ancien président Bozizé a attaqué ce pays et la constitution de ce pays, le président s'est retrouvé au nom de la constitution, cette constitution, le président Touadéra, à défendre non seulement la constitution, l'intégrité, n'est-ce pas, du territoire et la sauvegarde de la nation. Quelle était la position des animateurs de ce bloc en ce moment-là? Nous, on analyse la cohérence simplement d'une démarche, la cohérence. C'est-à-dire qu'une constitution n'est pas faite pour te soutenir à un moment donné, et après à un autre moment donné, on ne la soutient pas. Ça veut dire qu'on sentimentalise le rapport à la constitution. On politise de manière partisane le rapport à la constitution. On cesse d'en faire une constitution pour en faire un document qui sert des intérêts partisans, des intérêts inavoués. C'est-à-dire que le pays ne peut exister que si nos intérêts sont satisfaits. Le pays n'a de sens et d'existence que si nos intérêts sont privilégiés. C'est de cela qu'il s'agit quand on analyse. Je vous dis, un ancien chef de l'État, François Bozizé, c'est un président qui a passé sa vie, quand il était chef d'État, a dit que la Constitution est sacrée, puisque c'est sur la base de la Constitution, n'est-ce pas, qu'il a gouverné ce pays. Tout à fait. Il a pris les armes, dans les conditions que tout le monde sait, pour attaquer la Constitution du pays et mettre en péril, n'est-ce pas, la vie de la nation. Mais quelle a été la position de la plupart des animateurs de ce bloc? Mais ils se sont assis, ils ont fait des communiqués avec M. Bozizé. En ce moment-là, quelle était la valeur de la Constitution qu'ils défendent aujourd'hui? C'est la même constitution, il faut rappeler ça. C'est la même. Pourquoi lorsque M. Bozizé a engagé une entreprise de destruction de la constitution, ils l'ont soutenu à l'époque. Ils ont été avec lui jusqu'au bout. Il y a des communiqués qui existent. Il y a des communiqués qui existent. Qu'est-ce qui a changé pour que maintenant ils disent qu'on ne touche pas à cette constitution, qu'elle est sacrée? Mais la seule raison valable, c'est quoi? C'est que dans le contexte actuel, ils estiment que, n'est-ce pas, si le président Bozizé, l'ancien chef d'État, avait reçu son coup, mon cher Bachir, quelle aurait été leur position? Ils auraient dû revoir la Constitution. Pourquoi? Ça arrangeait leurs intérêts. Actuellement, ils défendent cette Constitution, n'est-ce pas, alors que c'est celui qui l'a le plus défendu au péril de sa vie. C'est celui qui a cru, Bachir, celui qui a tenu à respecter le serment qu'on lui a donné. Parce qu'il a prêté serment sur la Constitution, mon cher Bachir. Vous comprenez? C'est celui-là aujourd'hui. C'est à lui qu'on refuse, n'est-ce pas, d'exercer les prérogatives, justement, que lui donne l'esprit de la Constitution. Je suis de Bachir. Quand quelqu'un vient de dire ça, tout à l'heure vous avez parlé du nouveau monde, non? La nouvelle économie, non? Quand une nouvelle économie se projette, quand un nouveau monde est en perspective, les tenants du vieux monde font tout pour freiner. Vous savez pourquoi ils freinent? Parce que leurs intérêts sont menacés. Ils réduisent la vie à leurs intérêts. On ne peut pas réduire l'avenir de la Centrafrique, n'est-ce pas, à des intérêts personnels. Voilà, merci à vous, Président Mbandakani. Toutes nos excuses pour nos téléspectateurs. On reviendra sur la seconde thématique annoncée certainement demain. Alors, merci aussi aux téléspectateurs qui ont participé en direct à cette édition. Merci à vous également, cher monsieur, d'avoir été avec nous. Sans oublier l'équipe technique de For You Media, mais aussi la télévision nationale centrafricaine, mais aussi la radio nationale de la République centrafricaine. Merci d'avoir été avec nous. On vous souhaite donc une très très belle soirée, vous le savez. Édition spéciale également demain, lorsqu'il sera exactement 7h à Bangui. D'ici là, portez-vous bien.